Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste, le podcast qui vous plonge au cœur de l'univers fascinant du cyclisme où la vitesse se marie à la précision du mouvement. Dans cet épisode justement, et au-delà du simple acte de pédaler, nous allons explorer les subtilités du mouvement cycliste, un monde où chaque rotation de la roue est un ballet complexe entre force et fluidité. Dans cet épisode, nous avons la chance, le privilège d'explorer ce domaine passionnant en compagnie de Chloé Lantier, une personnalité qui consacre sa carrière à comprendre et à optimiser le mouvement dans le monde du sport, tous sports confondus, en accompagnant les plus grands champions et les plus grandes équipes. Chloé nous emmène dans les coulisses de son expertise, partageant ses connaissances approfondies et son expérience unique en biomécanique. Bonjour Chloé, bienvenue sur cet épisode. Je suis vraiment ravi et déjà un grand merci d'avoir accepté mon invitation, mais je suis ravi de t'avoir sur le podcast. On avait enregistré il y a quelques temps déjà un épisode ensemble sur Ultra Talk. J'invite toutes et tous à retourner l'écouter. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Bonjour, comment est-ce que tu vas? Bonjour Arnaud. Oui, merci. Merci d'être de retour dans ton podcast. Oui, je vais très bien. Je vais très bien. Bon, super. Aujourd'hui, c'est vrai que on va expliquer un petit peu ton parcours, ce que tu fais, hein. Moi, c'est vrai que je suis ton parcours au quotidien et je vois quel impact tu peux avoir dans le monde du sport aujourd'hui. Donc, si tu avais, Chloé, une manière, ou en tout cas, si tu pouvais te présenter pour les auditrices et auditeurs, comment est-ce que tu te présenterais aujourd'hui? Je pense que le plus simple, c'est que je suis passionnée de sport moi-même. Je suis athlète et j'ai passé les dernières décennies à étudier le corps humain pour la haute performance, mais autant au niveau biomécanique, au niveau du mécanisme des blessures et comment ramener un athlète à la compétition rapidement après une blessure et comment aussi optimiser les valeurs physiologiques, mécaniques, émotionnelles et mentales d'un athlète. Donc, je travaille en clinique orthopédique, je fais beaucoup de conférences pour les entraîneurs, pour les physiothérapeutes. Je travaille avec athlètes et équipes professionnelles également. Puis, comme vous le savez, ben, j'ai déjà écrit 2 livres. Mon dernier est Sans limite, c'est le cerveau de l'athlète d'endurance. Je suis canadienne, mais j'habite à Chamonix et je travaille dans le monde entier. Ouais, c'est une très belle présentation. Tu as fait le tour de tous les différents points. Et c'est vrai que moi, je vous invite effectivement, hein, je me suis plongé à plusieurs reprises parce qu'il m'a fallu plusieurs lectures pour bien comprendre tous les aspects. C'est passionnant et au fur et à mesure des lectures, bah, ça ouvre un champ de compréhension différente, hein. C'est Sans limite effectivement aux éditions Paulsen. Donc un livre effectivement qui est passionnant et quand on aime l'ultra sport, je dirais, quelle que soit sa discipline, c'est tout simplement passionnant. Donc écoute, un grand merci à toi à nouveau d'être là et le sujet aujourd'hui, hein, du jour, je pense que les auditrices et auditeurs l'auront compris, c'est le cycliste, c'est comment pédaler, comment avoir un coup de pédale efficient, comme on le dit dans le langage cycliste, pour avoir la soquette légère. C'est l'expression couramment utilisée quand on se sent bien dans son coup de pédale et sur son vélo. Donc comment optimiser tout ça. Et aujourd'hui, toi qui es une spécialiste de cela, Chloé, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde du vélo, le mouvement, le fameux coup de pédale, est si important? Parce qu'on parle, et on l'a dit en introduction et juste avant d'ouvrir les micros, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu parles de cyclisme, la première chose que l'on te demande, c'est combien de watts tu développes. Voilà, c'est devenu aujourd'hui, depuis quelques années déjà, mais encore plus aujourd'hui, de par les datas et l'accessibilité à ces données, la connaissance des watts. Donc combien est-ce que tu développes en watts, quel est ta FTP? Donc ça, je dirais que c'est la finalité d'un coup de pédale, d'un mouvement de rotation pour entraîner, pour faire se déplacer ton vélo vers l'avant. Mais tout ça part d'un mouvement. Donc toi, la spécialiste Chloé, pourquoi un mouvement, l'objectif d'avoir un mouvement efficace est si important pour le cycliste? Ben, premièrement, l'efficacité du mouvement, c'est le fondamental de tous les sports, hein, parce que c'est l'économie. Puis, plus nous sommes efficaces à rouler, plus on peut préserver de l'énergie. Donc, on réduit la dépense énergétique. Donc, on peut avoir beaucoup de watts, mais est-ce qu'on est capable de durer pendant 2, 3, 4, 5 heures avec ces watts-là? Fait que ça ne veut pas dire qu'on a un maximum de watts incroyable sur le vélo, qu'on est efficace. Donc, aussi, améliorer, tu sais, c'est l'économie, on le travaille. L'économie nous donne la progression. Ça nous donne
ça nous donne une marge de progression. Donc, améliorer notre technique et la mécanique du mouvement, ça nous permet aussi de franchir un autre seuil d'intensité pour une durée plus longue. Donc, à tous les niveaux, même les professionnels travaillent sur ça. Puis, je vous garantis, si vous débutez le vélo ou vous êtes un passionné du vélo qui fait uniquement deux, trois maximum séances, vous pouvez même progresser en travaillant l'efficacité. Parce que l'énergie coûte très cher. Donc, l'économie est la clé. Et c'est non uniquement le pouvoir. Donc, c'est deux parallèles qui sont très importants parce qu'on a besoin du pouvoir pour avoir de la force. Pour avoir de la force et de la vitesse, il faut avoir du pouvoir. Donc, au niveau physiologique, c'est très important pour le vélo, mais il faut être capable aussi être capable d'endurer ça. Et en travaillant notre mécanique, ça va améliorer notre base de vitesse. On va être capable d'avoir plus de watts à long terme. Et on réduit beaucoup aussi nos chances de blessures, de surutilisation. Voilà, Surtout. c'est le sujet sur lequel je voulais venir, effectivement, c'est la blessure. Donc, effectivement, on l'a compris, hein, ce que tu as décrit, pourquoi il était important d'avoir un mouvement efficace. Je pense que tout le monde l'a entendu. Mais est-ce que ça a aussi un rôle? Parce que tu sais, la différence, et là aussi, juste avant d'ouvrir les micros, on a légèrement abordé ce sujet, c'est avec d'autres sports, notamment les sports que tu connais très très bien, le trail, le cyclisme est un sport porté. C'est-à-dire qu'on est effectivement sur une machine, qu'est le vélo, et on est en appui, avec 5 points d'appui, hein, la selle, les 2 pieds, les 2 mains, qui peuvent être parfois justement aussi source de blessures. Il faut être très efficace sur ce positionnement-là. On en parlera probablement dans la suite de l'épisode, mais l'efficacité du coup de pédale a-t-elle un impact sur d'éventuelles blessures chez le cycliste? Ah, totalement. Surtout au niveau des genoux, il y a beaucoup, beaucoup. C'est Pour vrai. revenir, moi, ce que j'entends souvent des cyclistes, c'est qu'ils vont me dire, ah, j'ai tellement mal au dos, j'ai beaucoup de problèmes aux genoux, peut-être je ne devrais pas faire du vélo. Mais c'est ça le problème aussi. Le vélo, le réglage est très important. Le pédalage, la technique du pédalage est très important. Donc, on voit énormément de pathologies aux genoux, comme par exemple le syndrome fémoro-patellaire, le syndrome de compression de la bandelette iliotibiale. Il y a beaucoup de cyclistes qui ont des blessures aux pieds à cause d'un manque de réglage, de la cale, comme de l'avant-pied et tout. Donc, l'économie du vélo et la technique est très, très, très importante parce que c'est ça, il y a énormément de blessures. Mais les gens pensent qu'ils sont juste blessés parce qu'ils ont mal au dos, ils ont un dos faible, mais ils n'ont aucune idée que c'est dû à leur technique. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai que le cycliste, tu l'as dit, les pieds, surtout quand on fait de l'ultra, comme ça peut être dans l'ultra trail, mais de l'ultra cyclisme, les pieds, combien de cyclistes je vois franchir les lignes d'arrivée des différentes organisations, toutes chaussures desserrées. Tu vois, c'est-à-dire que en fait, le serrage ne sert plus à rien. C'est-à-dire qu'ils ont juste enfilé leurs chaussures et ils ont tellement mal aux pieds qu'il n'y a plus du tout de serrage en fait, hein, parce qu'ils ont les pieds totalement hyper douloureux, très gonflés avec des œdèmes qui vient effectivement de la cale, d'une position. Donc tout ça est très très important, la selle également. Mais c'est vrai que le dos, c'est vrai que tout ce que tu as dit, Chloé, tu as entièrement raison. Généralement, les cyclistes se plaignent des genoux, du dos et des pieds. Donc c'est vrai que tout ça part d'un mouvement, tout ça part d'une position. Et puis j'ai bien noté effectivement l'énergie, l'économie d'énergie qui nécessitait de franchir des paliers, donc une progression. Donc en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que l'importance d'avoir un coup de pédale, un mouvement efficace permet de progresser. Donc ça va probablement faire réfléchir beaucoup de cyclistes qui nous écoutent sur comment ils sont positionnés actuellement pour espérer progresser sans pour autant être performants, hein, mais juste pour être bien dans leur coup de pédale et se faire plaisir. Mais si on arrivait, Chloé, ensuite, donc on a compris l'importance, hein, pourquoi c'était important d'avoir un coup de pédale efficace, mais si on décomposait le mouvement du cyclisme, parce que tu sais, on parle souvent, dans le cyclisme, on dit qu'il y a ceux qui pédalent carré et ceux qui pédalent rond. Et c'est vrai que le mouvement cycliste, alors après, il y a eu aussi avec l'arrivée dans les années 80, je crois, de Look, la marque Look, qui avait lancé les cales, vraiment, où tu étais accroché à ton vélo. Avant, c'était un serrage. La Look avait lancé la cale avec Bernard Hinault notamment, qui permettait justement de clipser sa chaussure et d'être totalement, de faire qu'un avec son vélo. Et le coup de pédale a complètement évolué à ce moment-là. Donc si on pouvait comment toi tu décomposerais, Chloé, le mouvement de pédale pour qu'il soit le plus efficace possible? Donc ce qu'on pourrait peut-être, tu vas me confirmer ou pas, mais appeler un coup de pédale rond, puisque c'est vrai que souvent,
on pense qu'il ne suffit que de pousser sur ces pédales, mais il y a plein d'autres phases du coup de pédale efficace. Oui, je veux dire, c'est la fondation, hein. Je veux dire, on devrait C'est parler la beaucoup de fondation, de tout la à fait. biomécanique de pédalage. On peut l'optimiser, on peut être beaucoup plus efficace, autant avec la rotation, le mouvement de rotation, puis la rotation par minute. Comment on pousse et on tire la pédale et le temps qu'on prend pour rouler la pédale à chaque seconde. Donc, puis le geste n'est pas aussi simple qu'on le pense. Il faut vraiment apprendre à comment appuyer et tirer le côté opposé, puis je vais en parler un peu parce que la synergie, euh, c'est un surcroît de force, donc de puissance, qui est essentiel au vélo. Fait que la bonne transmission d'énergie produite est le facteur essentiel de l'économie du geste du vélo. Donc, c'est vraiment la vélocité qu'on met sur la pédale qui nous fait avancer vers l'avant. Puis, fait que si on regarde en détail, il y a 4 phases de pédalage. Il y a l'appui, la traction, puis les 2 transitions. L'appui, c'est la phase d'avant d'extension des 3 articulations, la hanche, le genou et la cheville. OK? Et c'est quand on pousse la pédale vers le bas. Les muscles qui font ce travail-là, c'est les fessiers, les ischios, les quadriceps et un muscle qu'on oublie beaucoup, c'est le solaire. C'est le muscle, un des muscles du mollet du bas de la jambe, qui est un des muscles qui travaille jusqu'à 30% pour vous faire avancer. Fait que là, juste pour vous dire, entre parenthèses ici, les muscles du mollet sont très, très, très importants pour le vélo. Deuxième, c'est la traction. Donc, la traction, c'est quand on amène le pied vers le haut. C'est une flexion active du genou et de la hanche ici. C'est un mouvement complexe, mais l'essentiel du mouvement est fourni aussi par les ischio-jambiers puis les quadriceps. Donc, ce qu'on fait, c'est si on revient, la phase d'appui, c'est quand on pousse la pédale vers le bas, puis la jambe opposée va tirer la pédale vers le haut. Fait que simultanément, on a 2 mouvements différents. Donc, c'est pour ça que c'est un mouvement complexe, parce qu'on a besoin d'une coordination ici. Puis, on travaille des muscles opposés. Donc, quand votre jambe droite appuie sur la pédale, la jambe gauche lève et des mouvements opposés de quadriceps, fessiers, mollets, ischio-jambiers travaillent également. OK? Et alors, est-ce que c'est naturel ce mouvement, Chloé? C'est-à-dire que c'est hyper important ce que tu décris, hein. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices, auditeurs qui vont être hyper intéressés. On aura forcément des retours positifs sur déjà le peu qu'on a expliqué, mais est-ce que ce mouvement que tu es en train de nous expliquer, donc ne serait-ce que sans parler des 2 autres transitions, et on ira sur le fameux point mort, mais le fait de pousser et de tirer, donc une jambe qui pousse et l'autre jambe qui tire, est-ce que ce mouvement est naturel ou est-ce qu'il faut le travailler pour l'optimiser? Non, il faut le travailler pour l'optimiser, puis on va en parler vers la fin quand je vais parler de neuroplasticité. Mais ça, c'est un peu comme jouer au piano. Oui, ça demande une certaine concentration. Oui, il faut une concentration, un focus, puis il faut beaucoup le pratiquer. Puis ça, c'est quelque chose qui est bien aussi de faire à l'intérieur si vous avez un home trainer. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de juste pratiquer ça à l'extérieur, mais c'est un mouvement de coordination. C'est pas difficile à apprendre, mais il faut juste le pratiquer. Et c'est pour pousser, tirer, parce que souvent, pensez, une bonne visualisation, c'est quand vous êtes en danseuse, puis que vous êtes à bout de vos forces, vous allez automatiquement faire le mouvement. Vous allez pousser et tirer parce que vous voulez solliciter tous les fibres musculaires qui vous restent dans les jambes pour avancer. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement le mouvement qu'on doit faire pour être efficace. Mais si on vous en parle pas, si vous n'avez pas d'entraîneur, vous n'avez aucune idée, vous allez pousser. Certaines fois, vous allez tirer. Quand on tire, premièrement, les gens pensent, quand on regarde l'anatomie d'un cycliste, quand on tire la pédale vers le haut, on serre énormément du quadriceps. On pense qu'on serre énormément du quadriceps quand on pousse la pédale vers le bas. Mais quand on pousse la pédale vers le bas, c'est plutôt les fessiers, les ischios, les mollets et également les quadriceps. Mais quand on lève la pédale, c'est énormément, la puissance vient énormément des quadriceps et également des adducteurs et des ischio-jambiers. Donc, les quadriceps sont importants dans la poussée et dans la tirée. Mais ça me fait penser à un point. Est-ce qu'on est, là aussi naturellement, Chloé, équilibré sur les 2 jambes? C'est-à-dire que, est-ce que naturellement, on va pousser, on va avoir un coup de pédalage qui va être 50-50? Tu vois,
Est-ce que naturellement, peut-être qu'on a 55% de puissance développée, ou en tout cas d'efficacité dans la poussée et dans la traction? Est-ce que naturellement, elle est plus à droite, plus à gauche? Est-ce que naturellement, c'est équilibré? Je sais pas, tu as peut-être des conseils ou un avis sur ça? Malheureusement, pas du tout, parce qu'on a toute notre posture, notre déséquilibre, notre façon de bouger. Naturel? Ouais. Ouais, c'est naturel. Moi, je dis toujours, c'est naturel d'être déséquilibré. Ça, c'est un sujet aussi, hein. Ça pourrait être aussi un vrai sujet d'épisode, ça, Chloé, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des kinés, effectivement, et tu as les kinés qui te disent bah, il faut faire avec ces déséquilibres, justement. Il ne faut pas essayer de les corriger, parce qu'on peut traumatiser le corps. Il faut faire avec pour qu'effectivement la personne se sente le mieux possible avec ce déséquilibre. Donc, comme tu l'as dit, être équilibré avec son déséquilibre, je trouve ça très intéressant. Oui, puisque je travaille énormément, puis j'enseigne aux physio, aux coachs et même aux médecins, ce qui est important, c'est qu'on peut réduire nos déséquilibres, mais il faut comprendre la chaîne cinétique du mouvement du vélo. Donc, la façon qu'on sert de nos ischios, c'est mon ischio-jambier du côté de ma jambe droite est beaucoup plus faible, mais je peux faire des exercices dynamiques qui mimiquent le même mouvement du vélo, mais je fais ça à la maison 3, 4 fois par semaine. Donc, ces exercices-là dynamiques que je fais hors du vélo vont m'aider à amplifier le mouvement au niveau, je vais amplifier le côté aérobique, oxygénation et au niveau excentrique, tu sais, pour que mon ischio-jambier soit plus puissant et plus endurant durant les 2 phases de traction et d'appui. Donc, on peut minimiser, c'est important de travailler, mais encore, il faut éduquer. Tu sais, c'est pour ça que c'est super ton podcast, Arnaud, parce que tu focalises beaucoup là-dessus. C'est qu'encore, il y a beaucoup d'idées fausses, puis il y a beaucoup d'informations qui manquent. Puis je pense que si on veut, si on veut progresser en vélo, si vous voulez vraiment faire une petite compétition ou partir une semaine avec les amis puis faire une traversée ou faire un ultra, ben, il faut faire plus que faire du vélo pour progresser en vélo. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, très clairement. Donc, tu fais bien de préciser tout ça et tous tes éclairages, tes conseils sont hyper puissants. Et sur le coup de pédalage, donc tu nous expliquais qu'il y en avait 4, la poussée, effectivement, la phase de poussée, la phase de traction. Quels sont les autres mouvements qui font partie du coup de pédale? Ben, il y a les deux transitions, la transition en haut et en bas. Donc, les deux transitions, c'est enrouler son coup de pédale. Fait que c'est très, très, très important. On appelle ça comme des phases mortes. C'est les fameux points morts, hein, c'est ça, Chloé? C'est les fameux points morts, effectivement, supérieurs et inférieurs. Ouais, c'est des points morts, mais c'est une affaire de coordination. Puis ici, ce qui est important, c'est visualiser que nos 2 points morts, euh, c'est la phase de transition qu'on sert de d'autres muscles. Donc, les fessiers vont laisser aller pour que les quadriceps prennent de l'avant. Et la même chose, les points morts, ce qui est très important, c'est le mouvement de la cheville. C'est là que la motricité du pied et la force du bas de la cheville est très, très important. Fait que visualisez, quand on a la traction, quand vous montez le pied vers le haut en vélo, votre cheville devrait être un petit peu en extension. Puis quand on arrive au point mort vers le haut, ce qu'on fait, c'est qu'on veut pousser la pédale, fait que notre pied est plutôt en flexion. Puis quand on pousse sur la pédale, ce qui se passe ici, c'est que c'est toute la rigidité du tendon d'Achille puis des muscles du mollet qui transfèrent l'énergie de la pédale du temps mort dans la puissance de l'appui. Donc, c'est pour ça que je disais plutôt que les mollets sont très importants, c'est qu'ils ont un rôle très spécifique dans les temps morts. Ah, c'est vrai que le fameux point mort, alors c'est un vrai sujet, hein, et c'est vrai que me vient une idée quand tu nous expliques tout ça. Je me dis que peut-être ce genre de choses, on devrait nous l'enseigner quand on commence le vélo, en fait. Tu vois, quand on commence le vélo, on devrait nous l'enseigner pour qu'on comprenne le rôle du corps humain et comment fonctionnent tous nos tendons, tous nos muscles, et que quand on appuie ou quand on fait un mouvement un mouvement ou en tout cas on veut pousser son vélo, un mouvement de jambe, je ne sais pas comment on peut le dire, de mollet ou d'ischio ou de quadri, mais qu'on comprenne l'impact sur sa machine et comment ça fonctionne. C'est vrai qu'on devrait peut-être commencer par ça, nous dire voilà, tu veux faire du vélo, très bien. Alors pour optimiser, pour que tu te sentes bien et que tu comprennes le fonctionnement, voilà comment fonctionne le corps humain et comment un coup de pédale est décortiqué
pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne et quels muscles renforcer, pourquoi tu as mal au dos, pourquoi tu as mal aux pieds. Quand tu veux éviter ce poids mort, voilà comment ça fonctionne. Je trouve ça hyper intéressant. Il y a même des personnes qui ont été jusqu'à développer des pédaliers différents, hein, non pas ronds, mais les fameux pédaliers ovales, pour éviter, je ne sais pas si on peut dire supprimer ou soulager, mais ce fameux point mort. Là aussi, est-ce que, en tant que passionné de biomécanique, est-ce que tu as un avis sur ces fameux pédaliers ronds, pédaliers ovales? Ben, je trouve que j'ai un avis, mais ce que je trouve plus important, c'est parce que si on revient au point mort, ce qu'on fait dans le point mort, c'est un transfert d'énergie, hein. C'est ça. Donc, le transfert d'énergie se fait par des tendons. Les muscles donnent la puissance et les pédales, les pédales et les cales, ce qui nous aident à faire, c'est une stabilité, puis ça nous aide à transférer l'énergie. Donc, ça dépend énormément de la morphologie de votre pied. Donc, peut-être, toi, tu aurais une pédale différente de la mienne parce que ton avant-pied est beaucoup plus grand que le mien, tu vois? Ah, ça aussi, ça ouvre un sujet, c'est que sur les pieds, on a effectivement, enfin, ton pied est très certainement différent du mien, mais ne serait-ce que pour toi ou pour moi, nos deux pieds sont aussi probablement différents. Ça veut dire que, en tout cas pour moi, mes deux pieds sont différents. J'ai un pied droit qui est beaucoup plus... j'ai un syndrome du pied creux, et comme beaucoup de sportifs, mais j'ai un pied droit qui est vraiment un pied creux assez prononcé. Et donc forcément, quand tu as un réglage de cale à faire, tu ne peux pas te contenter de retourner tes chaussures et de mettre les cales au même niveau. Ça serait une erreur incroyable. Donc il faut être accompagné d'un professionnel pour ça. Mais je comprends toute l'importance que tu décris sur cette stabilité pour transférer l'énergie. Oui, comme quand on va parler des ajustements, comme tu viens de dire, c'est très important. Mais encore pour l'apprentissage du pédalage, je crois que c'est important, là, c'est important d'avoir tu sais, des souliers avec pédale automatique, mais c'est vraiment de donner attention à ces quatre mouvements-là, mais de vraiment comprendre aussi le pourquoi. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne biomécanique du pédalage et pourquoi les temps morts, c'est vraiment un transfert d'énergie. Puis ça va vous aider à tirer et à pousser. Je crois que si on ne l'explique pas, les gens vont juste penser être saccadés, il n'y aura pas une fluidité. Et la motricité du pied aussi, plus votre pied va être fort et puissant, le bas de la jambe fort et puissant, plus aussi vous allez avoir un pédalage fluide et avoir beaucoup plus de puissance dès le début de votre appui. Donc, mais l'apprentissage du pédalage se fait avec le temps, tu sais. Puis moi, ce que je vous suggère beaucoup, c'est quand vous le pratiquez, faites ça à une base vitesse parce que c'est un mouvement complexe. Donc, essayez pas là de travailler votre rotation par minute en même temps que vous pratiquez votre biomécanique de pédalage. Puis, comme ça, vous allez vraiment sentir les actions motrices qui s'enchaînent parce que vous voulez réduire les interférences, vous voulez réduire les mauvais mouvements comme les mauvais mouvements qui vont faire des actions parasites, puis qui peuvent vous donner des douleurs aux fessiers, des douleurs aux genoux. Donc, faites ça de façon à basse intensité. C'est bon des fois de partir puis faire un réchauffement de 10-15 minutes, puis de seulement travailler votre pédalage, puis après ça, rentrer dans votre entraînement. Puis vous pouvez penser à peu près à toutes les 10 minutes de travailler sur votre pédalage pour 1 ou 2 minutes. Donc, ça fait une session de basse intensité qui vous fait travailler votre pédalage. Ou comme je disais plus tôt, vous le faites à l'intérieur, à la maison. Mais j'aimerais ajouter aussi, avec la biomécanique de pédalage, on vient de parler ici de 4 phases, mais c'est la 5e phase qui est très importante, c'est de vraiment, vraiment travailler votre rotation par minute. Et parce que la rotation par minute, plus votre rotation va être élevée, comme moi je dirais, essayez d'être entre 90 et 100 rotations par minute, c'est plus efficace et la plus protectrice pour réduire vos chances de blessure. Ça, c'est vrai que cette fameuse cadence de pédalage, hein, quand tu commences le cyclisme aujourd'hui, on te dit qu'effectivement, elle est efficace autour de 90.
Mais aujourd'hui, on voit bien que chez les grands cyclistes, les grands professionnels, notamment dans les ascensions, où ne serait-ce qu'en tours par minute, il suffit de regarder des étapes, des grandes courses ou des grands tours. Tu t'amuses à compter, à regarder à combien de tours minutes ils sont. Bon, ben, là-dessus, très clairement, ils sont au-dessus de 100. Ils sont entre 100, effectivement, 100, 110 parfois, mais ils ont un rythme et une cadence de pédalage qui est très, très, très élevé. Et donc, effectivement, très, très efficace. Et sur ce fameux coup de pédale dont tu parlais, c'est ce mouvement de cheville, il y a vraiment aujourd'hui, on a un exemple à chaque épreuve. C'est Wout van Aert qui a une souplesse de la cheville qui est exceptionnelle et qui lui donne une efficacité incroyable. Mais sur le point mort, Chloé, moi j'ai une question, c'est que le point mort, s'il est naturel, est-ce qu'il est nécessaire ou est-ce qu'il faut essayer de le combler? Ma question, c'est de dire, si on essaie de le combler, ce point mort, pour justement être efficace, est-ce que dans la durée, ça a un impact positif ou ça peut avoir un impact négatif? Je veux dire, ça dépend énormément on est tous très individuels dans notre mouvement, hein. Donc, moi, je trouve que plus, ça peut être très positif. Euh, Comme tu viens de dire, le plus important pour les points morts, c'est d'avoir énormément de mobilité à la cheville parce que vous allez automatiquement être capable de faire une flexion, de faire une extension et de revenir en flexion sans y penser. Donc, l'efficacité du point mort dépend énormément de votre mobilité de la cheville. Donc, comme ça, dans la montée, quand vous allez tirer la pédale, automatiquement, votre cerveau va amener votre cheville en extension. Fait que c'est naturel, c'est naturel, c'est une méthode de survie que quand on est au point mort, on veut pousser vers le bas, vous allez automatiquement en flexion. Des fois, je trouve qu'on pense trop, on évalue trop les points morts. Et parfois, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les travailler, mais il faut laisser la rotation devenir un peu plus naturelle. Ouais, intéressant. Très, 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 très intéressant ce que tu dis. Donc, Je c'est sais vrai pas qu'on si a... j'ai répondu à ta question, Arnaud. Si, c'est parfait. Non, c'est parfait. On a vraiment bien compris l'importance d'avoir un mouvement efficace, mais pour qu'il soit efficace, il faut bien le comprendre. Et je pense que ça part de là, en fait. C'est bien comprendre la physiologie de l'être humain, de comment ça fonctionne, comment on est positionné sur un vélo, comment on fait avancer un vélo. Et quand on veut faire avancer son vélo que ce soit lentement ou à haute vitesse, il y a une décomposition du mouvement qui doit être prise en compte. Et en l'ayant effectivement, en ayant conscience de cela, on peut travailler, on peut optimiser, on peut s'entraîner. Et le fait de travailler à faible intensité, comme tu l'as dit, probablement comme dans la course à pied, pour bien comprendre le mouvement de la cheville, notamment, et de décomposer, de mentaliser quelque part, de visualiser la décomposition de ce mouvement pour ensuite augmenter l'intensité et gagner en efficacité. Et je me souviens même, la petite parenthèse, mais là c'est probablement pour équilibrer les muscles de la jambe droite et de la jambe gauche, mais c'était il y a plusieurs années déjà. J'étais en stage de vélo en Italie et en fait, alors que je roulais derrière un cycliste italien qui avait des résultats assez impressionnants au cours de l'année, je le vois en fait il avait un pédalier qui lui permettait, avec un mouvement de cheville, de décrocher en fait, comme d'éclipser son axe de pédale, et il laissait un exemple, il laissait sa jambe gauche en bas et il ne pouvait faire tourner que sa jambe droite. Et donc il ne pédalait que d'une seule jambe, mais sans déclipser la jambe opposée. Et donc il travaillait comme ça, il faisait 30 secondes en ne pédalant qu'avec sa jambe droite. Puis il reclipsait son pédalier, non pas sa pédale, mais son pédalier, et ensuite il ne pédalait qu'avec sa jambe gauche. Alors, ce genre de pédalier, je n'en ai jamais trouvé à la vente en France, vraisemblablement une spécificité italienne, mais en tout cas j'ai essayé par la suite de déclipser, moi, cette fois-ci, mes chaussures, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une jambe bien plus faible que l'autre. En l'occurrence, j'ai la jambe droite qui est bien plus impactante dans la puissance que ma jambe gauche. Toi, en tant que passionné, en tant que spécialiste, quel mouvement tu pourrais... Alors, déjà, si vous écoutez cet épisode, je vous encourage, sur une de vos sorties, ou ne serait-ce que sur un home trainer, d'essayer d'éclipser votre jambe droite et votre jambe gauche et de faire 20 secondes, 30 secondes sur une seule jambe. Vous allez vous rendre compte déjà de tous les muscles dont tu as parlé, Chloé, de l'existence de certains de vos muscles. C'est intéressant. Et si tu avais une astuce ou un conseil à nous partager sur
comment compenser ce déséquilibre ou comment améliorer cet équilibre? Oui, ben premièrement, ce que tu viens de décrire, moi, je me suis entraînée longtemps comme ça quand je faisais de la course de vélo. Je faisais du VTT, mais je m'entraînais beaucoup sur la route pour améliorer mes watts, pour mettre du volume. Puis ça, c'est une des meilleures techniques à faire, hein, même si c'est enlever le pied de la chaussure, c'est mieux que rien. Il faut travailler aussi l'équilibre, c'est pas toujours évident. Exactement. Mais ce que tu viens de dire, c'est très, très, très important. Puis c'est comme ça aussi que vous allez sentir qu'en premier, si vous le faites sur la route, vous allez devoir tirer et pousser pour garder votre équilibre. Si vous essayez juste de pousser la pédale, vous allez avoir un manque d'équilibre. Si vous tirez Exactement. uniquement la pédale, vous allez avoir un manque d'équilibre. C'est un peu comme courir, hein. Je veux dire, la raison pourquoi nos bras vont de gauche à droite, c'est la coordination des jambes qui bougent du mouvement opposé. Donc, c'est une technique très importante à travailler. Vous pouvez le travailler à la maison sur votre home trainer avant c'est un peu plus, ça peut être un peu plus sécuritaire que, que de le faire à l'extérieur. Et faites ça sur du plat, faites pas ça dans une descente. Oui, bien sûr, clairement, Oui, clairement. C'est vrai que ça permet oui. de bien comprendre le mouvement, ouais, bien le détailler. Ouais, puis ce qui est important aussi, c'est de pratiquer la consistance de tout cela. Donc, c'est de vraiment travailler la fluidité, de ne pas être saccadé. C'est bon de comprendre le mouvement, mais après ça, comme Arnaud parlait plus tôt, pensez vraiment au temps mort. Puis le temps mort, il faut que ça soit fluide. Vous ne devez pas arrêter dans les temps morts. Donc, on passe on tire, on pousse, on tire, on pousse, mais sentez vraiment, vous avez des roues. C'est un mouvement de rotation et non un mouvement saccadé. Donc, puis comprenez aussi que plus votre rotation va être élevée, plus vous l'amenez vers 90, plus vous allez avoir de fluidité. Euh, et c'est pas en premier commencer très lentement, mais comme tout, après ça, augmenter la cadence et essayer de garder la même fluidité. Et après ça, mettez un peu plus d'intensité et essayez de garder cette même fluidité-là. Donc, vous avez trois marges de progression ici. Ouais, c'est intéressant et ça me fait penser à une question, c'est que sur cette efficacité du coup de pédale, est-ce que à la base, physiologiquement, je ne sais pas comment pourrait dire, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Est-ce que les femmes ont un mouvement naturellement plus fluide que les hommes ou l'inverse? Est-ce que là, il y a des études qui ont été faites sur cela ou est-ce que ne serait-ce que toi, Chloé, en tant que professionnelle, passionnée, en ayant accompagné une multitude de champions hommes et femmes des clubs, est-ce que tu as un avis sur ça? Honnêtement, physiologiquement, on a moins de testostérone que vous. Donc, on a au niveau du pourcentage, un homme avec la même morphologie que moi va avoir plus de testostérone, mais la réalité, c'est que je peux vraiment pousser ma physiologie. Je peux vraiment travailler ma force et mon pouvoir. Maintenant, on a tellement de techniques d'entraînement. On est tellement avancé au niveau de l'entraînement de haute intensité et de la marge de progression pour la haute performance que les femmes vont toujours être un peu plus lentes par rapport aux hommes, mais la marge sera, surtout dans l'ultra, elle est très réduite. Donc, si on regarde les femmes qui courent sur la route, ils ont quand même des bonnes cuisses, hein, et la raison pourquoi ils ont des bonnes cuisses, c'est qu'ils travaillent énormément de pouvoir. Il y a 10, 15 ans, on travaillait pas autant de pouvoir chez les femmes. Moi, j'ai toujours travaillé le pouvoir parce que je faisais du VTT. Même, je m'entraînais toujours sur la route, puis il faut avoir énormément de puissance pour faire du VTT. Maintenant, c'est la même chose sur la route. Comme tu disais au début, le vélo, c'est les watts. Les watts, c'est le plus important et les watts, c'est la puissance. Mais pour avoir de la puissance, il faut travailler la force et la vitesse. Il faut combiner la force et la vitesse. Ça réduit la différence entre hommes et femmes. Mais Chloé, est-ce qu'effectivement, alors ça on est en phase, hein, l'homme est plus puissant naturellement, on va dire, que la femme, mais est-ce que la femme ne compense pas par une fluidité de coordination des mouvements qui est peut-être plus efficace que l'homme? Pas nécessairement, parce que ça, c'est très, très individuel. Comme regardez le Tour de France, hein, il y a des hommes qui sont géniaux, hein, il y a des coureurs que moi, j'en reviens pas à leur fluidité. On regarde le Tour des femmes, c'est la même chose, mais on voit des deux. Donc ça, je dis toujours,
puis on peut voir aussi qu'il y a des hommes et des femmes qui sont très saccadés dans leurs mouvements, ils vont très compenser avec le haut du corps, mais c'est des champions du monde. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une bonne fluidité pour C'est être le vrai. meilleur au monde, malheureusement. Ouais, c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai, c'est vrai. Tu as entièrement raison. Donc, on a vraiment parfaitement, je pense que tu as très bien, tu as utilisé les bons mots pour qu'on comprenne très simplement l'importance, l'importance effectivement, de la fluidité du mouvement, pourquoi c'est important et comment toutes les conséquences que cela pouvait avoir ensuite. Et s'il y avait aujourd'hui une manière d'optimiser cela, est-ce que tu avais des conseils alors, est-ce qu'il y a des types d'études posturales que tu pourrais conseiller? Est-ce qu'il y a des entraînements, même si tu nous as donné quand même quelques astuces là, sur les minutes qui viennent de s'écouler et l'échange que l'on a, mais les messages que tu pourrais faire passer sur les meilleures manières ou les meilleures techniques ou conseils d'optimiser son mouvement et donc son coup de pédale? Ben, pour le coup de pédale, il y a deux choses. Ce que j'ai listé plus tôt, ça c'est très bien pour tu sais, l'entraînement du coup de pédale, mais il faut aussi s'occuper de la gestion d'énergie du coup de pédale. Et ça, c'est comment économiser l'énergie pour optimiser la puissance. Et pour ça, moi, ce que je suggère, c'est que que vous soyez débutant, avancé ou élite, il faut vraiment, vraiment faire des sessions d'intensité entre 75 et 85% de votre cardio. Et ça se définit en un travail de résistance. Plus on met de l'intensité, mieux va être votre biomécanique de pédalage. C'est comme un sprinter. Regardez un sprinter, regardez Usain Bolt, il va avoir une très belle mécanique parce que quand on fait de l'intensité, on est en méthode de survie. Donc, automatiquement, on va générer ce qu'on doit générer pour avancer. Donc, moi, je conseille quelques entraînements qui vont vous aider pour votre coup de pédale et en même temps, ce qu'on parlait au début, la gestion d'énergie, donc économiser et en optimisant la puissance. Donc, c'est d'améliorer votre résistance à la fatigue puis changer votre perception d'effort. Et comment on fait ça? Premièrement, vous pouvez faire, j'appelle ça des tempo change. Fait que c'est des méthodes, c'est une session que vous sortez, vous faites une séance, je vais donner un exemple de 1 heure, puis vous roulez à une haute cadence pour environ 3 minutes, puis pendant 2 minutes, vous augmentez l'intensité. Donc, vous poussez et vous tirez avec plus de puissance. Va vous aider, premièrement, à augmenter votre niveau de forme. Va augmenter votre vitesse de base, mais ça va vraiment générer la puissance à tirer et à pousser la pédale. Et les périodes de récupération, votre 3 minutes de récupération, vous travaillez sur une plus haute cadence. Et une haute cadence va vous aider à recycler le lactate que vous avez accumulé en puissance et ça va également vous aider à être plus endurant. Donc, ça, c'est une bonne façon de combiner un haut pédalage avec de la puissance, mais en travaillant de la technique. Une autre façon aussi, c'est une progression d'intensité. Donc, même chose, vous partez pour 90 minutes, vous faites 15 minutes de réchauffement. Puis après ça, vous faites des blocs de 3 fois 1 minute. Puis à chaque minute, vous essayez de mettre plus de puissance, mais vous focalisez autant sur tirer la pédale et pousser. Donc, vous focalisez sur la technique, vous focalisez sur la biomécanique de pédalage. Puis après ça, vous faites 2 minutes à basse intensité, donc pas de puissance, pas de watts, mais seulement le pédalage, sans trop penser. Donc, vous pensez vraiment à la progression d'intensité. Ça, c'est uniquement 2 exemples. Et la troisième exemple que je suggère, c'est de vraiment pratiquer à maintenir le niveau de cadence et un niveau de watts modéré pendant un temps déterminé, mais de longue durée, comme 1 heure et demie ou 2 heures ou 2 heures et demie, tout dépendant de votre niveau de forme. Et ça va vous aider aussi à vraiment, quand vous commencez à être fatigué, quand vous commencez à penser, ah non, je vais ralentir ici, là, vous focalisez sur la technique. Vous balancez bien, jambes gauche et droite, tirez, poussez. Donc, vous allez chercher de l'énergie musculaire où vous en avez besoin. Et en même temps, en focalisant aussi, le temps passe beaucoup plus vite. Puis, vous finissez votre session d'entraînement, puis vous sentez vraiment bien. Vous allez sentir les jambes pleines d'énergie parce que vous êtes servi de différentes régions musculaires pour faire travailler la chaîne cinétique.
Bah, merci pour tous ces conseils. Je pense que c'est hyper précieux. Mais m'est venue une question. Quand tu donnais tous ces conseils, tu parlais également au tout début de l'importance du mouvement pour justement économiser l'énergie. Mais m'est venue la question suivante, c'est à l'inverse. Est-ce que l'apport calorique avant un entraînement, l'apport conséquent de glucides, on parle beaucoup aujourd'hui, hein, il y a quelques années, moi je me souviens quand j'ai commencé à m'intéresser aux glucides dans la longue distance, on parlait de 60 grammes par heure. Aujourd'hui, on est sur des études qui montrent qu'il faudrait être à 100 grammes, voire plus par heure pour justement optimiser son efficacité. Donc ma question est la suivante, c'est est-ce qu'un apport important de glucides ou de sucre peut avoir un impact sur l'efficacité du mouvement? J'espère que ma question est claire. Oui, oui, elle est très claire. Puis l'apport de calories est très important, hein. Je veux dire, si on n'a pas de calories dans le corps, on peut pas être puissant. Donc, avant de partir pour une séance d'entraînement de haute intensité ou de longue durée, il faut avoir une bonne réserve de glucides. Puis durant aussi la séance, il faut avoir des électrolytes et des glucides. Les glucides, ça nous donne l'énergie musculaire. C'est ça qui va prévenir les crampes musculaires. C'est ça qui va protéger vos muscles aussi de blessures, de surutilisation. Ça va réduire vos chances de micro-liaisons. Ça va aussi augmenter la fluidité entre le fascia et les muscles. On a besoin de beaucoup d'hydratation musculaire, pas juste au niveau sanguin, au niveau d'hydratation, au niveau général pour garder notre température corporelle. Donc, c'est très important de bien manger. Euh, au moins une heure et demie avant une sortie. Puis d'apport calorique aussi de nourriture molle et non de nourriture dure. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a plus de fluide, c'est meilleur à l'hydratation, c'est plus facile à digérer. Puis quand on fait de l'intensité, la dernière chose qu'on veut faire, c'est avoir des problèmes digestifs. Ouais, exactement. Tu fais bien de préciser tout ça. On arrive sur la fin de l'épisode. Moi, j'invite toutes les personnes qui viennent d'écouter cet épisode de le réécouter parce que forcément, vous allez comprendre des choses différemment. Ça va approfondir votre connaissance sur tout ce qu'on vient de dire. N'hésitez pas, bien évidemment, à le partager autour de vous. Mais s'il y avait des derniers conseils, Chloé, ou s'il y a des choses que tu voudrais tout simplement rajouter, parce que je sais que tu as préparé cet épisode. Donc, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles peut-être je ne t'ai pas questionné, mais que tu trouves important de partager? Tout simplement des conseils, ça serait quoi? Mais il y a deux choses que j'aimerais terminer avec. C'est probablement le réglage du vélo est très important. Parce que on a trois points d'appui sur le vélo, puis c'est la selle, c'est les pédales, puis c'est les guidons. Donc, puis l'interaction entre le pied, la chaussure, la cale et la pédale, comme on parlait plus tôt, c'est le transfert d'énergie. Fait que ça, c'est très important que ça soit fait par un spécialiste. Même chose au niveau de la selle, au niveau des guidons. Tu sais, les guidons, c'est tu sais, c'est votre poste de pilotage, hein. Ah, complètement. L'endroit où tu poses tes mains et la manière dont tu les poses vont avoir un impact sur ta position, bien évidemment, mais aussi sur ton confort et pourraient éventuellement engendrer des blessures. Très clairement. Oui, et totalement, surtout au niveau des mains, au niveau de la nuque, au niveau du dos, tu sais, le réglage des leviers, même chose pour la selle, tu sais, il y a trois réglages, la hauteur, le recul, l'inclinaison. Tout ça va vous donner une stabilité, va réduire ou augmenter votre stress à la nuque, au lombaire. Donc, tu sais, on n'a pas le temps ici, on fait juste un petit podcast de 40-45 minutes, mais un bon fit aussi avec la morphologie de votre corps, de votre poids, de votre pied. Demandez aussi à la personne qui va ajuster votre vélo de vous montrer comment faire pour la position de la cale, quand vous allez changer votre cale, comment la repositionner. Ça, c'est les réglages, c'est très important. En course à pied, on n'a pas de réglage, on n'a pas de, Oui, on c'est n'a vrai. pas de machinerie, mais en vélo, c'est excessivement important. Et finalement, ce que j'aimerais terminer avec le plus important, c'est tout le côté mental et le côté neuroplasticité d'un athlète. Tu me permets, Arnaud, de Merci, terminer? bien évidemment. Complètement, Chloé. Donc, tu sais, un conseil essentiel que j'aimerais vous donner, c'est tu sais, je vous ai donné beaucoup d'astuces pratiques, mais il y a tout un côté de l'architecture mentale et biomécanique. Plus vous allez travailler votre cadence, votre technique, ce qui va se passer dans votre cerveau, c'est que vous allez avoir des nouvelles connexions neuronales qui vont se faire. Ça prend de 6 à 8 semaines minimum
pour que votre cerveau, la physiologie de votre cerveau commence à être confortable avec votre mouvement. Donc, parfois, c'est très difficile de faire un nouveau mouvement parce que le cerveau n'est pas habitué et le cerveau va se rappeler de vos mouvements et non d'une contraction musculaire. Donc, si vous avez un mauvais mouvement, le cerveau se rappelle du mauvais mouvement. Mais notre cerveau a une plasticité incroyable qui peut se remodeler. Donc, quand vous apprenez un nouveau mouvement, il va y avoir des nouvelles connexions neuronales qui va vous permettre éventuellement que votre mouvement va devenir automate et que vous n'allez pas devoir y penser. Mais ça prend un bon petit bout de temps. Donc, vous devez vraiment être cohérent. Vous devez travailler là-dessus chaque semaine, sans sauter une semaine. Et vous devez également faire ça dans l'environnement que vous allez avoir, que vous vous entraînez, que vous voulez faire une compétition, même chose avec le climat. Donc, tout ça est très, très, très important. Et, euh, et quand vos nouvelles cellules nerveuses très spécialisées pour votre pédalage et votre position, éventuellement, la saison prochaine ou à la fin de la saison, vous allez vous sentir beaucoup plus fluide, vous allez avoir plein d'énergie, puis vous allez vous sentir progresser. Et je crois, au niveau mental et émotionnel, la meilleure façon de se sentir pour un athlète, c'est se sentir progresser. Donc, investissez énormément là-dedans, mais sachez que ça prend du temps et ces neurones-là sont très, très égocentriques. Donc, si vous ne les travaillez pas, ils vont aller s'asseoir sur le sofa et regarder la TV et vous allez recommencer à zéro dans un mois plus tard. Donc, je vous conseille de très bien pratiquer votre neuroplasticité. Ah, c'est passionnant tout ce que tu dis, hein. J'en profite, je rebondis sur dans ton livre, hein, Sans limite aux éditions Paulsen, hein, dans l'épilogue justement tu positionnes quelque chose en disant, tu écris notre corps est une mécanique de pointe et notre cerveau de la haute technologie. Donc quand tu parles d'élasticité, quand tu parles de mouvement, que le cerveau il a ses mauvaises habitudes, voilà, je voulais juste positionner ce message-là, moi qui m'avait marqué. Eh bien, écoute, Chloé, un grand merci à toi. Je le rappelle hein, aux auditrices et aux auditeurs, c'est que Chloé, c'est une grande championne. Hein. Elle a participé, elle a eu des titres sur notamment des 24 heures de VTT, donc l'ultra-distance, elle connaît parfaitement. L'aventure, elle connaît aussi, puisqu'elle a été la première femme à franchir la ligne d'arrivée d'une épreuve en Alaska, en autonomie totale, à travers les loups. Je vous invite à écouter cet épisode qui est sorti en 2021 sur Ultra Talk, une épreuve qui s'appelle l'Iditarod Trail. Donc juste une aventure dans le grand froid par moins 40. Et ben, voilà, Chloé, elle maîtrise tout ça, donc elle sait de quoi elle parle, et c'était important pour moi d'avoir cette légitimité-là sur le podcast dans la tête d'un cycliste. Un grand merci à toi, Chloé. J'ai été ravi de passer ce temps-là avec toi. Je savais que tu étais la bonne personne pour nous parler du mouvement chez le cycliste, et je pense qu'on aura très probablement l'occasion à nouveau d'échanger sur ce podcast-là ou un autre. Mais on garde contact, et je te souhaite plein de bonnes choses, hein, de très belles fêtes de fin d'année, et puis une formidable année 2024. Mais un grand plaisir et merci encore de faire ton podcast et d'amener des gens superbes et on peut tous apprendre de toi. Donc, je souhaite à tout le monde de joyeuses fêtes et j'espère avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas en tout cas. Où est-ce que c'est une bonne transition pour la fin, justement, Chloé, les personnes qui nous écoutent, qui souhaiteraient te suivre ou te contacter, où est-ce qu'on peut te contacter aujourd'hui? C'est quoi? C'est les réseaux sociaux? C'est un site internet? Oui, ce qui est très facile, c'est d'aller sur Instagram. Nous sommes tous sur Instagram, donc Chloé Lantier. J'ai une académie aussi à Chamonix qui n'est pas spécifique au vélo, mais c'est chamonixacademy.com. Mais sur mon Instagram, si vous avez des questions, c'est la meilleure façon de me rejoindre. Ou vous communiquez avec Arnaud. Très bien, avec grand plaisir. Un grand merci, Chloé. À très bientôt. Merci, au revoir.